the Louvre. It's a symbol of our history, but there is also growing scrutiny at the lack of security at the famed museum. The museum's president and director, Laurence Descartes, has been officially summoned to appear before the Senate Culture Committee. Pourquoi? Parce que, en fait, en tant qu'objet, ils ne sont pas revendables, puisqu'ils sont connus, ils sont tracés. Et si la femme qui symbolisa jadis la renaissance du Louvre, Laurence Descartes, première directrice du musée, s'avérait être une actrice clé d'un braquage audacieux? Dans un clip flou d'une salle d'audience, devenu viral en ligne, le visage familier de la directrice du Louvre se tient aux côtés de voleurs menottés, son expression indéchiffrable. Pendant des années, Descartes fut saluée comme une modernisatrice, une championne de la transparence et l'envoyée choisie de la diplomatie artistique française. Pourtant, ce soir, l'institution même qu'elle était chargée de protéger est ébranlée jusqu'à ses fondations. Rejoignez-nous pour plonger dans le scandale choquant qui a laissé le monde de l'art incrédule, révélant comment la directrice du Louvre elle-même a été arrêtée après avoir prétendument aidé des voleurs à dérober les joyaux de la couronne. Restez à l'écoute pour découvrir l'étonnante vérité cachée. La lumière du matin filtrait à travers le toit de verre du Louvre, dorant les colonnes de marbre et baignant les salles interminables d'une lueur chaude, presque révérencieuse. Des touristes flânaient le long des couloirs sans fin, les yeux rivés sur les chefs-d'œuvre qui avaient défini des siècles d'art. Le grand musée, symbole de la culture et de l'histoire française, se tenait inattaquable dans sa splendeur. Pourtant, sous cette surface sereine, une tempête se préparait. Une tempête qui allait ébranler la révérence mondiale pour le patrimoine et mettre en lumière un scandale d'une ampleur sans précédent. Laurence Descartes, un nom qui fut jadis synonyme d'élégance et de modernité dans le monde de l'art, se retrouvait au centre d'un tourbillon qui semblait tout droit sorti des pages d'un roman à suspense. Née à Paris en 1966, elle avait gravi les échelons des institutions culturelles françaises avec une détermination tranquille. D'abord en tant que conservatrice d'œuvres du XIXe siècle au musée d'Orsay, puis en dirigeant le musée de l'Orangerie d'une main experte. Sa nomination en 2021 par le président Emmanuel Macron comme première femme à diriger le Louvre fut saluée comme un moment décisif, une promesse que le musée allierait patrimoine et accessibilité, transparence et innovation. Mais la nuit même où les 4 hommes furent conduits menottés dans la salle d'audience, une seule et fugace séquence de vidéosurveillance allait déclencher un véritable brasier. Dans le clip granuleux, alors que les hommes, vêtus d'uniformes de travail passe-partout, étaient conduits vers leur destin, une silhouette familière apparut au bord du cadre, Laurence Descartes. Elle se tenait en périphérie, son expression un masque de neutralité composée. Pour un œil non averti, elle aurait pu sembler une simple spectatrice, une directrice assistante simplement à ses propres affaires. Pourtant, pour les enquêteurs, ce seul plan devint la pièce maîtresse qui brisa l'image d'invulnérabilité du musée. La séquence était un instantané capturé par une caméra de sécurité dans la salle d'audience américaine où l'affaire était jugée. Le flux de la caméra, de basse résolution et déformé par le flux de mouvement, n'offrait qu'un aperçu du visage de la directrice lorsqu'elle parlait. Des experts en lecture labiale, examinant le clip image par image, ont affirmé qu'elle avait murmuré les mots « Ce n'était pas censé se passer comme ça ». Sa voix n'a pas été enregistrée, mais l'intention était indubitable. Un murmure dans une salle d'audience, une seule phrase qui deviendra plus tard un hashtag tendance sur tous les continents. Hashtag Louvre Scandale, hashtag Director of Deception. Les enquêteurs, déjà perplexes face à l'audace des voleurs, se sont soudain retrouvés aux prises avec une nouvelle question inconfortable. Comment 4 hommes avaient-ils pu infiltrer les coffres ultra sécurisés du Louvre, désactiver les alarmes et dérober des diamants historiques ayant jadis appartenu à la monarchie française sans aide interne? Les théories commencèrent à proliférer. Une ligne de preuve émergea de documents internes suggérant que les systèmes de sécurité du musée avaient été temporairement désactivés le jour du casse. Une chaîne de courriels, retracée jusqu'au compte interne de Descartes, indiquait qu'elle avait autorisé une inspection de maintenance, ostensiblement une opération de routine, mais qui, si elle était correctement synchronisée, créerait une fenêtre de vulnérabilité de 20 minutes. 2 gardes principaux avaient été remplacés par des sous-traitants, leurs identités enveloppées dans la grisaille bureaucratique. Au même moment, une correspondance cryptée entre Paris et New York a refait surface, utilisant le nom de code Caroline D.
Les spécialistes des crimes artistiques du FBI ont désigné ces courriels comme preuve que l'approbation de la directrice avait directement facilité l'accès des voleurs. Dans la même veine, des notes manuscrites découvertes dans son bureau 2 jours avant le cambriolage révélaient une seule phrase à l'encre rouge. « Parfois, l'histoire doit être réécrite pour survivre ». La phrase, entourée et en gras, semblait faire allusion à une philosophie qui résonnerait plus tard chez ceux qui considéraient les joyaux de la couronne comme plus que de simples reliques, des symboles d'un empire révolu qui pouvaient être réutilisés dans un paysage financier moderne. Le contexte financier n'était pas moins sinistre. Depuis 2023, le Louvre était aux prises avec une chute libre des financements publics et des coûts de restauration exorbitants, estimés à plus de 800 millions d'euros. Descartes, toujours visionnaire, avait poussé à des partenariats controversés avec des investisseurs privés, y compris une discrète fondation internationale de prêt d'œuvres d'art liée à Dubaï et Genève. Certains initiés suggéraient que les bijoux volés auraient pu servir de garantie dans une manœuvre financière à hauts enjeux, qui avait mal tourné, une tentative d'obtenir des liquidités pour les vastes plans de rénovation du musée. Ont été installés en 2020 et sont présentés comme ultra sécurisés par l'entreprise grecque qui les a fabriqués. Pourtant, dans la salle d'audience, les 4 hommes, autrefois considérés comme les cerveaux d'un syndicat international du crime, furent traduits en justice. Le marteau du juge retentit, la salle exhala un soupir de soulagement, mais les échos de la couronne volée planaient encore comme un fantôme. La séquence qui avait pétrifié le monde, décrivant une scène où la directrice murmurait un avertissement, servait désormais de récit édifiant sur l'équilibre fragile entre accessibilité et protection. C'était un rappel saisissant que même les institutions les plus gardées pouvaient être victimes d'un coup monté interne bien coordonné, exécuté avec une précision cinématographique. L'opération des voleurs elle-même était une étude de planification méticuleuse. Les autorités américaines, alertées par une information selon laquelle les diamants volés pourraient être passés en contrebande hors de France avec une relative facilité, avaient lancé une enquête qui retraçait les gemmes à travers un labyrinthe de marchands du marché noir en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Chaque diamant, jadis parti des insignes d'une impératrice, avait été retaillé en forme moderne, rendu indiscernable des bijoux ordinaires vendus dans les monts de piété et les maisons de vente aux enchères clandestines. La valeur contextuelle de la couronne, son histoire, son association avec l'impératrice Eugénie avait été dépouillée, remplacée par un registre d'actifs bruts prêt pour une liquidation rapide. Les experts légistes ont récupéré de minuscules carrés adhésifs d'un camion nacelle garé à un pâté de maison de la scène du crime. Ces écouvillons, discrets en eux-mêmes, ont capturé des empreintes digitales, des fibres et même de faibles résidus de poussière de diamant qui avaient été retirés de l'intérieur de la couronne. En faisant correspondre ces écouvillons à des objets personnels trouvés en possession de 2 hommes déjà en détention en France, les enquêteurs ont pu tracer un chemin de miettes de pain du Louvre aux résidences des suspects. Le travail médico-légal a révélé l'étendue complète de la planification des voleurs. L'itinéraire, l'entrée, la sortie, le stockage de la couronne, tout avait été répété à la quasi-perfection. L'agent spécial retraité du FBI, Dave Bass, fort de 10 ans au sein de l'Art Crime Team, a fait part des implications plus larges du vol. Voir une opération d'une telle envergure réussir dans un lieu aussi vénéré que le Louvre a été un choc, a-t-il déclaré. Cela ressemble à une scène de cinéma, mais les conséquences sont très réelles. Il a comparé le raid à des vols d'art très médiatisés du passé, notant que la précision dans la découpe du verre renforcée, la rapidité d'extraction et la dissimulation sans faille des bijoux indiquaient une opération hautement coordonnée. Il a souligné que les artefacts culturels dépassent leur valeur monétaire. Ce sont des symboles d'identité, d'histoire, de mémoire collective. La disparition d'une couronne qui avait jadis orné la tête de l'impératrice Eugénie n'était pas seulement une perte de métal précieux, mais une rupture d'un lien tangible avec une ère charnière de l'histoire de France. L'absence de la couronne de la vue du public a un effet glaçant sur l'avenir du musée et sur le patrimoine culturel qu'il protège. Elle a également mis en évidence la vulnérabilité des objets culturels aux menaces internes, une prise de conscience qui résonnerait dans les musées du monde entier. La vidéo devenue virale dans la salle d'audience américaine n'était pas seulement un témoignage de l'habileté des criminels, c'était un récit édifiant sur les limites de l'accessibilité face aux réseaux sophistiqués de criminalité artistique. Le soulagement du juge à la clôture de l'affaire n'a pas effacé les questions persistantes concernant la sécurité et le potentiel de futures collusions internes.
Le récit de Laurence Descartes, son avertissement murmuré, ses décisions administratives, ses notes philosophiques a ajouté une dimension humaine au crime, faisant passer l'enjeu d'un simple vol à une profonde rupture de confiance. Alors que le public suivait le verdict en direct, un soupir de soulagement collectif s'est fait sentir. Mais la réalité du vol planait toujours lourdement. La couronne, un lien tangible avec une ère charnière de l'histoire de France, avait disparu. L'avenir du musée oscillait dans un équilibre précaire entre la préservation du patrimoine et l'assurance de l'accessibilité. Dans les semaines qui ont suivi, l'enquête s'est étendue pour découvrir les sites de stockage des voleurs, le réseau de marchands du marché noir qui avaient acheté les diamants retaillés et les canaux financiers qui avaient ramené les bijoux entre les mains de ceux qui avaient orchestré le chaos. Les 2 hommes en détention en France, désormais au centre d'un vaste récit d'enquête, ont été soumis à un interrogatoire incessant qui a mis au jour des couches de planification et d'exécution. Leurs aveux, reconstitués à partir d'écouvillons légistes, d'analyses de fibres et d'empreintes numériques, ont brossé le tableau d'une équipe qui avait répété l'opération à la quasi-perfection. Ils étaient entrés au milieu d'une foule animée, un choix rare pour un crime de cette nature, suggérant qu'ils connaissaient les rythmes quotidiens du musée sur le bout des doigts. Leur timing indiquait une connaissance sophistiquée des protocoles de sécurité, des ressources humaines et de l'art subtil du timing. En fin de compte, le raid du Louvre fut plus qu'un simple événement. Ce fut une histoire multifacette impliquant un musée emblématique, une trace de courriel, des murmures cryptés, l'implication inattendue d'une directrice, une crise financière et une piste médico-légale s'étendant sur plusieurs continents. La séquence qui a fait la une des journaux était une petite mais puissante pièce à conviction qui a révélé comment une voix interne pouvait involontairement faire basculer l'équilibre de la protection vers la vulnérabilité. L'affaire a contraint les musées du monde entier à réévaluer le délicat équilibre entre offrir au public l'accès à des artefacts inestimables et sauvegarder ces artefacts de l'ingéniosité criminelle en constante évolution. Le personnel du musée déclenche l'alerte à 9h37. L'écho du murmure de la directrice persiste encore, rappelant que même les institutions les plus vénérées peuvent être compromises par ceux qui ont une vision différente du passé. La couronne, qui ornait jadis la tête de l'impératrice Eugénie, n'est plus visible du public. Son absence, un rappel brutal que le passé n'est jamais vraiment en sécurité. Le protéger exige une vigilance à la hauteur de l'ingéniosité de ceux qui chercheraient à le nier, une vigilance qui doit évoluer avec le réseau de criminalité artistique et s'adapter aux nouvelles techniques. La saga du Louvre continue, témoignant de la nécessité de systèmes de sécurité dynamiques, d'approches basées sur le renseignement et d'une culture qui valorise le patrimoine autant qu'elle chérit l'accessibilité. L'enquête a pris un tournant décisif le jour où un camion nacelle oublié, garé à un pâté de maison de la façade historique du Louvre, a livré un trésor d'écouvillons légistes. Cachés sous des équipements de protection jetés, les écouvillons ont capturé des empreintes digitales, des fibres et un faible résidu de la rare poussière de diamants retirée de l'intérieur de la couronne. En faisant correspondre les motifs des écouvillons aux objets personnels des suspects, chaussures, gants et même la doublure en tissu d'un sac de voyage, les enquêteurs ont tracé un chemin de miettes de pain de la scène du crime aux résidences des voleurs. Cette preuve a confirmé que les 2 hommes avaient orchestré chaque étape, de l'entrée initiale à l'évasion finale, ne laissant aucune place au hasard. Les écouvillons ont prouvé que la poussière de diamants avait été récupérée de la couronne avant que les pierres ne puissent être cachées ailleurs, un rappel invisible que les coupables étaient prêts à risquer une perte matérielle pour un gain symbolique plus grand. La voie d'évasion elle-même a révélé l'expertise des voleurs à exploiter les faiblesses architecturales et technologiques. Ils avaient choisi un couloir non éclairé qui contournait l'exposition principale de la galerie inférieure. Un chemin qui évitait les détecteurs de mouvement et la plupart des caméras de surveillance. Leurs mouvements étaient chorégraphiés avec une précision quasi théâtrale. Une chorégraphie qui aurait été inimaginable sans une connaissance interne des schémas de roulement du personnel du musée. Les protocoles de sécurité du Louvre, autrefois considérés comme inattaquables, présentaient un angle mort critique. Le calendrier d'enregistrement des caméras omettait une fenêtre spécifique permettant aux voleurs de se faufiler dans la galerie inférieure pendant une accalmie. Cette lacune de planification, combinée à l'absence de détecteur de mouvement près de la vitrine de la couronne, a fourni les conditions parfaites pour un casse parfait. La découverte de cet angle mort et l'absence de capteurs ont forcé une remise en question des fondements même de la sécurité muséale.
L'incident a souligné que des barrières physiques sophistiquées pouvaient être déjouées par une seule faille dans la routine. Des consultants en sécurité français, réagissant rapidement aux alertes des médias sociaux, ont déployé une imagerie avancée pour localiser des caméras partiellement obscurcies, installer des détecteurs de mouvements supplémentaires et restructurer les roulements de garde. Le patchwork de nouveaux matériels, bien que techniquement impressionnant, ne pouvait pas aborder le facteur humain plus profond. Le personnel qui se sentait en sécurité dans ses routines remettait désormais en question l'adéquation de sa formation à la conscience situationnelle. Les programmes de développement du personnel ont réorienté leur attention, en mettant l'accent sur l'évaluation des menaces et les protocoles de réponse rapide. À la suite du vol, une nouvelle culture de vigilance a émergé où chaque employé est encouragé à agir face à la moindre anomalie. Le vol a également mis en lumière l'ampleur même du réseau transnational de criminalité artistique auquel les voleurs avaient eu recours. Des entreprises de sécurité privée, des bijoutiers internationaux et des spécialistes du retaillage en Israël étaient tous connectés dans un marché clandestin. Le processus de retaillage, effectué par des maîtres lapidaires, altère délibérément les propriétés optiques d'une pierre, réduisant sa brillance originale et donc sa valeur monétaire. La volonté des voleurs de sacrifier une telle perte en échange d'un gain plus élevé a mis en évidence une stratégie psychologique qui transcendait le simple gain financier. Le concept d'arnapping a émergé dans le discours public, un terme qui décrit le coût symbolique porté au patrimoine culturel qu'une menace de rançon peut infliger, quel que soit le gain monétaire réel. Un élément clé du complot était la menace de rançon symbolique que les voleurs avaient préparée. Ils s'étaient tenus prêts à retailler les gemmes volées en Israël, acceptant une réduction de valeur pour assurer un gain plus élevé, une stratégie qui soulignait leur confiance à porter un coup au patrimoine culturel qui allait au-delà des finances. Pourtant, le droit français et son homologue américain ont clairement indiqué que toute menace de rançon ou de dommages symboliques est punissable. L'implication de la directrice du Louvre, que ce soit dans la planification ou l'exécution, était un livre ouvert au tribunal, et son arrestation a provoqué une onde de choc à la fois dans le monde de l'art et auprès du grand public. Le clip de la salle d'audience qui a déclenché un déferlement de réactions publiques offrait un aperçu non filtré du calme des voleurs. Dans un discret échange de regards, leur assurance était presque répétée. Le clip n'a pas seulement capturé un moment de sang-froid, il a été un catalyseur qui a mobilisé tout l'écosystème de la sécurité. La communauté des médias sociaux, armée d'yeux analytiques, a pointé les angles de caméra, les routines de garde et les vulnérabilités architecturales. La légende d'un utilisateur de TikTok, avez-vous remarqué l'angle mort dans la galerie inférieure? Staffing levels at the time and possible links to organized crime. Investigators are also saying that it may have been an inside job, or at least someone with some kind of knowledge of the gallery's layout and security. The museum itself was already facing pressure for its lax security. Internal audits showed that large portions of the museum lacked full video surveillance despite some previous warnings saying that the Louvre lacks the necessary equipment to keep the art inside safe. A déclenché une inspection plus approfondie qui a révélé une caméra partiellement obscurcie. Une publication Instagram soulignant l'absence de détecteur de mouvement près de la vitrine de la couronne a incité à un audit immédiat par des consultants en sécurité français. Ces commentaires, agrégés par les équipes d'enquête, ont offert des pistes inattendues qui n'étaient pas disponibles via les canaux traditionnels. L'implication du FBI est devenue de plus en plus visible après la diffusion du clip menant à l'arrestation de 4 voleurs aux États-Unis. L'effort coordonné de l'agence, travaillant aux côtés de partenaires locaux des forces de l'ordre, a déployé des analystes légistes qui ont passé au crible les pistes et découvert des schémas cachés. Leur attention s'est étendue au-delà de l'évidence, englobant des unités de cyber-renseignement qui traquent les communications cryptées, les métadonnées et les empreintes numériques. Ces unités, chargées de réprimer les échanges clandestins du marché noir, analysaient désormais les métadonnées des communications entre suspects et bijoutiers. Elles retracent chaque frappe de clavier, chaque géolocalisation, à la recherche de cette miette de pain cachée qui pourrait mener aux gemmes volées. Parallèlement, les équipes d'enquête ont surveillé le discours sur les médias sociaux, qui a évolué en un forum dynamique pour des mises à jour en temps réel.
Des témoins, des experts en sécurité et des téléspectateurs curieux ont partagé des observations sur les angles de caméra, les routines de garde et les vulnérabilités architecturales. La voix collective du public est devenue un catalyseur de nouvelles enquêtes, transformant l'observation passive en participation active. Au-delà des aspects procéduraux et tactiques, le vol a eu un retentissement profondément humain. Le personnel du musée, autrefois confiant dans ces mesures de protection, était désormais aux prises avec la connaissance que ces routines pouvaient être exploitées. Les employés qui se sentaient en sécurité dans les systèmes robustes entourant la vitrine de la couronne se sont retrouvés à remettre en question l'adéquation de leur formation à la conscience situationnelle. Les touristes, eux aussi, portaient une méfiance nouvelle, leur sentiment de sécurité dans les espaces culturels subtilement altéré. La réponse du Louvre ne fut pas seulement de combler des lacunes physiques, elle fut d'aborder les facteurs humains sous-jacents. Les programmes de formation mettent désormais l'accent sur l'évaluation des menaces et les protocoles de réponse rapide dans les grandes institutions. En cultivant une culture de vigilance où chaque membre du personnel reconnaît son rôle de défenseur de première ligne du patrimoine, les musées visent à créer un environnement où la moindre anomalie n'est pas seulement remarquée, mais traitée rapidement. Le parcours médico-légal s'est poursuivi par une analyse méticuleuse des composants de la couronne. Des analystes équipés d'outils capables de détecter des microtraces de métal sur les éléments de la couronne ont commencé à reconstituer la chaîne de possession. En examinant des traces de plomb et d'autres résidus métalliques, ils ont pu identifier les moments où une altération ou un retaillage aurait pu avoir lieu. Ces analyses granulaires offraient le potentiel de localiser les pierres manquantes avant qu'elles ne se dispersent au-delà de toute récupération. Pourtant, de telles enquêtes sont chargées de complexité éthique. La coopération avec des entreprises de sécurité privées et des bijoutiers, des entités qui peuvent posséder une connaissance involontaire des mouvements des voleurs, exige un équilibre délicat entre confiance et responsabilité légale. L'établissement d'un cadre de coopération peut accélérer la récupération des artefacts perdus et dissuader les futures activités criminelles. L'effet d'entraînement sur la dynamique du marché noir a été immédiat. Les voleurs de bijoux et leurs complices, autrefois à l'aise dans l'ombre, ont vu les transactions à faible risque être lourdement surveillées. La surveillance accrue a stimulé un déplacement vers des formes plus clandestines, souvent menées via des communications cryptées. Ces canaux, autrefois considérés comme sécurisés, sont désormais disséqués par les unités de cyber-renseignement qui traquent les métadonnées, les géolocalisations et les empreintes numériques. La réponse mondiale des forces de l'ordre a adopté une approche plus sophistiquée, employant une combinaison de travail de détective traditionnel et de technologies de pointe pour pénétrer les couches de secrets dont se nourrit le marché noir. Le cas du Louvre, avec sa profondeur médico-légale, la collaboration du public et la coordination internationale, est devenu un cas d'école montrant comment une seule infraction peut déclencher une refonte mondiale des pratiques de sécurité, remodelant le paysage de la protection du patrimoine culturel pour les années à venir. Les murs scintillants du Louvre, jadis symbole de protection inébranlable, résonnent désormais d'un aveu murmuré selon lequel même un directeur vénéré peut devenir le catalyseur d'une crise culturelle. Des courriels internes complices, un angle mort dans la couverture des caméras, le retaillage de gemmes inestimables et des écouvillons légistes d'un camion nacelle oublié révèlent tous comment la couronne de l'impératrice Eugénie a été retirée de son écrin et glissée dans un réseau transnational de criminalité artistique, laissant le monde s'interroger sur l'équilibre fragile entre l'accès public et la sécurité du patrimoine. Alors que l'affaire se règle devant les tribunaux et que l'enquête se poursuit, la vraie question demeure. Pouvons-nous suffisamment faire confiance aux gardiens de notre passé pour prévenir une brèche similaire ou sommes-nous condamnés à répéter les vols les plus audacieux de l'histoire ?